Bonjour à tous, ici Joël Musard à Ecto pour le Café Lab de février. Alors, merci de votre participation, merci d'être là et on va commencer à se présenter. Alors, par ordre d'arrivée, je vais inviter Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour, attends, je vais mettre la petite vidéo. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour Joël. Un peu frisqué ce matin, non? Mais bon, on fait avec et puis on aime ça à Montréal. Donc, je suis consultant en innovation et puis je propose des services à des entreprises, des PME ou des grandes sociétés, tout dépendant des besoins. Et je travaille aussi, j'ai une réflexion particulière sur l'IA, la transformation digitale. Voilà. Merci Loïc. Alors, j'invite Pascal. Comment ça va Pascal? Ça va bien, hein, content d'être parmi vous. Bon, Pascal, retraité du KM depuis peu, mais toujours avec plaisir que je participe au café. Merci Pascal. Alors, bonjour Peter, comment ça va? Bien, bien, merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu participer. Je m'appelle Peter, je vis dans le nord de l'Italie, dans les collines au-dessus de Bologne. Je suis, comme passion, j'ai la retraite, mais c'est part-time. De temps en temps, je travaille pour l'argent et je travaille beaucoup dans le volontariat. En ce moment, dans le politique, Volt Europe, joignez-nous. C'est le futur progressiste, intégré, inclus, gentil aux migrants, etc., etc. Merci Peter, excellent. Tu dois avoir du travail en Italie. Oh, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, je vais inviter Stéphane. Bonjour Stéphane, comment ça va? Bonjour. Écoutez, très bien. Puis je suis très content d'être parmi vous ce soir parce qu'on va aborder une thématique qui me tient particulièrement à cœur, le co-développement et tous les dispositifs de pratique collective, de dynamique collective, d'intelligence collective. Voilà. Parce qu'en fait, je suis un expert de la théorie U du MIT. Ah, c'est bien ça. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, c'est vraiment une méthodologie parce que je suis docteur en sciences au départ. Et c'est une méthodologie qui m'intéresse parce qu'elle combine à la fois les sciences humaines et la physique, notamment quantique. Et donc, cette convergence me passionne. Voilà, donc je pense que ce soir, ça va être riche. Et notamment, j'ai deux activités. Je vais finir avec ça, avec la présentation. Une activité d'accompagnement organisation et personnes en termes de coaching, et j'utilise la théorie U. Et particulièrement en ce moment sur la loi de la réforme de la formation. Donc, j'accompagne les organismes de formation justement dans la loi puisqu'en France, on a la loi de l'avenir professionnel maintenant. Donc, voilà, tout ce qui est titre RNCP et organisation. Bon, je finis avec la présentation. Merci Stéphane. Donc, on va avoir du fun là, bientôt. Là. Jean-Claude à Gaspé, comment ça va? Oui, ça va très bien. Bonjour, moi je fais du conseil en gestion et développement des organisations et j'ai une préoccupation particulière au niveau de la gestion des connaissances. Une de mes préoccupations de ce temps ici, on va dire, c'est beaucoup plus la gestion des connaissances numériques ou en tout cas l'utilisation du numérique justement dans le partage de connaissances. Ça fait que, et je fais deuxièmement aussi un peu de coaching individuel au niveau de certains individus. Merci Jean-Claude. Et je vois que Virginie est arrivée. Bonjour Virginie. Bonjour. Comment ça va? Tu veux te présenter? Oui, volontiers. Alors moi, la gestion des connaissances, j'adore toutes les connaissances, anciennes, futures, présentes. Et en fait, je fais beaucoup de gestion de connaissances pratiques avec mes équipes sur Drive et savoir comment justement gérer les connaissances de façon standard, mais aussi à distance.
Et mon rêve à moi, ça a toujours été de mettre en place une norme, justement, au niveau de la gestion de tout ce qui est connaissance. Donc, voilà. Excellent, excellent. Donc, je vais partager mon écran pour passer. Alors, je vous invite à mettre votre bulle et à me rejoindre sur l'espace de co-construction février 2019. Et là, vous allez voir la question, le monde du co-développement, collaboration, co-création, co-construction, co-freelance, concentration, intelligence collective. Quelles sont les pratiques avec des exemples? En tout cas, on en a rajouté beaucoup plus encore. Et pourquoi le co? Et donc, avant de commencer, je vous invite à lâcher la souris et puis fermer les yeux et puis faire 3 inspirations, 3 expirations. Et puis, je vous invite après à travailler en silence sur le thème qui semble nous passionner aujourd'hui. Bon, ça commence à se stabiliser. Donc, je vais ouvrir le micro et puis inviter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut déjà commencer? Mettons Stéphane. Oui, très bien. Alors, Donc, on parle en premier lieu de nos bulles. Là, on explique. oui, oui. Alors, moi, j'ai commencé, enfin, déjà, j'ai trouvé un point central qui me paraît central, c'est cette idée de commencer par une question brûlante. En fait, ce que j'appelle une question brûlante, c'est une problématique, une raison d'être, une question qui est essentielle. Et l'idée, c'est pour trouver, pour faire émerger l'intention qui est parfois individuelle. Si on a un groupe, là on est dans des pratiques collectives, comment de ces intentions individuelles finalement converger vers une intention collective. Et donc j'ai lié, en fait, je suis parti sur cette idée de co-développement. Le co-développement, ça peut être aussi un cas clinique. Donc, c'est une manière dans la théorie U d'utiliser cette pratique de co-développement où on aura un coach et à la fois des clients, des personnes qui sont avec des problématiques et on peut faire passer et chacun, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que chacun va vraiment exposer son problème, moi-même pour l'avoir à la fois animé, puis aussi présenter des problématiques. C'est quelque chose qui permet d'aller vraiment en profondeur. Et là où j'ai rajouté cette notion de suspension du jugement liée avec le corps. Je lisais un philosophe qui parlait que Spinoza déjà avait parlé de cette idée-là, que cette notion de jugement est aussi liée avec le corps, avec quelque chose qui va s'inscrire dans le corps.
On dit que c'est comme des plis quelque part. Donc, il y a la substantion du jugement, où il y avait le corps avec un regard neuf, le fait de co-percevoir, donc on est dans le groupe. Et cela passe par, évidemment, une écoute, mais une écoute qui soit une écoute qui permet de vraiment écouter, j'allais dire, mais parce que bien souvent, dans la théorie U, par exemple, il y a 4 niveaux d'écoute. Une écoute qui est simplement une écoute où, au fond, dans downloading, c'est-à-dire c'est du téléchargement, on n'écoute pas vraiment. Et puis après, il y a l'écoute qui est une écoute un peu plus profonde, mais qui va simplement s'intéresser aux notions, aux idées, etc. Et puis une écoute qui va aller justement dans le corps, qu'on appelle une écoute empathique. Et là, moi, je parlais d'une écoute générative parce qu'au niveau du groupe, en fait, c'est une écoute qui est émergente. C'est-à-dire que parfois, il se passe quelque chose dans un groupe. J'avais parlé une fois dans un des collabs, cette vulnérabilité. Quand il y a une petite vulnérabilité, puis finalement, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre, j'allais dire, de la grâce, de la communion, du magique, et quelque chose qui émerge. Voilà, c'était un peu cette écoute dont je parlais. Mais à partir de là, justement, vous m'avez écouté, c'est très très bien. Merci Stéphane. Alors, je veux inviter Dalila qui est arrivée. Dalila, veux-tu te présenter d'abord? Oui, bonjour. Donc, désolée pour le retard. Je ne peux pas faire. Il n'y a pas de retard ici. D'accord. C'est de l'Algérie. Je suis de l'Algérie. Donc, voilà. Donc, moi, c'est Dalila Bebouchi. Je suis à Alger, en Algérie. Je travaille dans un centre de recherche. Je suis responsable multimédia. Et puis, je prépare en parallèle une thèse en sciences de l'éducation avec l'université de Lille. En fait, j'ai fait et mon master. J'avais fait des études d'ingénierie en Algérie, mais tout ce que j'ai fait après mon master, NDU, tout ça, c'était à distance, exclusivement à distance. Voilà, donc, et puis voilà, j'aime la collaboration, j'aime le co-développement. Et depuis 2009, je crois que je suis dans ce groupe. Bon, il y a eu des absences, mais j'essaye de maintenir le. Voilà. Alors, j'ai mis juste des exemples il y a 2 jours, je crois, parce que là, donc j'ai mis des exemples sur des travaux de collaboration, en fait, qui peuvent tourner mal. Et donc, je suis arrivée sur l'intervention du dernier, donc je ne sais pas, Stéphane Crête, je crois, le dernier intervenant. J'ai aimé ce qu'il a dit sur l'écoute. Et à un certain moment, il a dit l'écoute empathique. Moi, mon questionnement, je n'ai pas rempli. Donc, mon questionnement, c'est comment justement former des groupes où il peut y avoir cette écoute, cette écoute empathique. Les sociologues, enfin, j'avais lu ça quelque part, parlent de produire des cartes d'empathie. Je ne sais pas si ce genre de pratique est utilisé dans la formation groupale. En tout cas, parce que tout est là. Si le groupe du départ si ça ne marche pas déjà au départ, on ne peut pas avoir de la collaboration. C'est très bon, c'est très beau de dire c'est bon, enfin, la co-construction, le co-développement, la collaboration. Mais si, je l'ai vu, dans mes exemples, j'ai mis des exemples et ça se voit. On le voit, c'est-à-dire que ça ne marche pas s'il n'y a pas cette écoute empathique, s'il n'y a pas de cette cohérence dans cette cohérence du groupe, s'il n'y a pas cette compréhension dans le groupe, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, moi, je ne sais pas comment ça peut marcher en fait. Dans la formation groupale, comment cela pourrait marcher? C'est mon questionnement. Alors, moi, j'ai proposé un lien pour la vidéo que
que j'ai fait en Côte-Nord. Et là, vous voyez des exemples de comment j'ai abordé cette question, Dalila. Et donc, comment préparer le corps et l'esprit. Donc, on a fait des exercices corporels, justement, pour développer la Oui, confiance, parce que mais Joël, la base, c'est la confiance, c'est développer la confiance. Et donc, tout à fait. il y a des exercices qu'on peut… Alors, dans le vidéo, je n'ai pas montré certaines compétitions qu'on a faites et qui étaient suivies de partage de savoir, parce que la personne qui gagnait la compétition, alors montrer son savoir, partager le savoir, et ça crée aussi de la confiance. C'est des jeux, quoi. Oui. Si je peux, J'ai vu la vidéo. Oui. Pardon. Voilà, mon questionnement, c'est quand vous formez des groupes et que vous devez travailler en collaboration à distance, quand il y a de la distance et quand il y a de la diversité sur le plan sur le plan culturel, sur le plan positionnement géographique, sur tous les plans en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question-là? Oui, moi je peux répondre parce que j'ai des équipes que je travaille à distance là, depuis des années avec les équipes. Et en fait, par rapport à la première question de Dalila, la première chose, c'est que déjà l'empathie, la plupart des gens ne savent plus ce que c'est. Donc déjà, nous, avec le cercle APE, pendant 2 ans, on a travaillé là-dessus, c'est-à-dire qu'on a, on a fait prendre conscience aux gens qu'il y a des définitions qu'ils avaient oubliées. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde compétitif et si on n'a pas les définitions, en fait, on ne peut même pas se rendre compte que ça existe. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, par rapport à des équipes à distance, c'est que sur les équipes à distance, ce qui a le mieux, c'est de les faire travailler sur des projets très, très intenses pour qu'ils se connaissent bien et qu'ils apprennent à travailler. Et nous, c'est ce qu'on fait, ce qu'on a fait pendant des années sur le GDP Lab, du MOOC GDP. C'est-à-dire, dans le GDP Lab, le travail, c'est de faire travailler des gens à distance qui ne se connaissent pas, des équipes de 10, et sur des travaux très, très intenses pendant 9 semaines. Ils sont ensemble et ils doivent réussir leurs examens ensemble. Et ça crée des liens. Et ces mêmes personnes, encore aujourd'hui, moi, j'en ai dans mon équipe. Presque toute mon équipe est issue du GDP Lab, justement parce qu'ils savent faire de la co-création et qu'ils savent travailler ensemble et qu'ils ont appris à travailler ensemble, mais dans la pratique. Moi, alors, Pascal, levez la main là. Oui, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en fait, les communautés qui ne marchent pas, c'est souvent parce que soit l'objet de la communauté il n'est pas clair pour tout le monde, soit les objectifs ne sont pas clairement définis, soit il est trop large. Et donc, souvent commencer petit et puis que ça grossisse petit à petit, mais surtout, c'est l'objet. Pourquoi on est là pour collaborer. Moi, si demain, tu m'invites à une communauté sur le tricot, je n'irai pas. Même si tu me payes, je ne viendrai pas. Donc, je n'aurais pas envie de collaborer. Donc, pour moi, c'est déjà la première chose. Après, l'empathie, elle va venir parce que les gens vont apprendre à se connaître. Dalila parlait de cartes empathiques qui est dans le design thinking, qui est une autre méthodologie aussi de pensée et de co-construction. On demande aux personnes de la communauté de faire une carte empathique des acteurs auxquels on doit s'adresser, que ce soit des acteurs de la communauté ou des acteurs externes à la communauté. Donc, si on commence à… Et c'est la même chose que fait un écrivain quand il écrit un bouquin, en fait. Et chaque personnage, il doit créer une carte de son personnage pour qu'il ait la viande autour de l'os, en fait. Il faut qu'il ait un corps, qu'il ait un sens. Et toutes les communautés qui ne marchent pas, c'est souvent ça. Toutes les entreprises dans lesquelles je suis intervenu, où on me disait, ouais, j'ai la communauté de pratique, et là j'en ai mis 3 exemples, communautés de pratique que j'ai déplantées parce qu'elles étaient plantées au départ, que ce soit le soudeur, le fondeur ou les managers dans le fret SNCF. C'est parce que, en fait, on m'a demandé de collaborer. Ouais, collaborer pour faire quoi? C'est là pourquoi, en fait?
Et donc, on s'est aperçu que c'était peut-être pas une communauté, il y avait peut-être 50 personnes, c'était peut-être 3 communautés, c'était peut-être 5 communautés. Parce que chacun avait un sujet qui est peut-être connexe aux autres, mais chacun avait une appétence pour autre chose. Si tu n'as pas d'appétence, tu collaboreras jamais. C'est vraiment la différence entre… quand on collabore, on construit quelque chose ensemble. Donc, il faut qu'on soit d'accord de construire le même objet ensemble. Et tant qu'on n'est pas d'accord sur l'objet, ça ne marche pas. Et surtout, de pouvoir dire que ça ne va pas. Je pense que pour répondre à ce que tu viens de dire, Pascal, et ce qu'avait dit Dalila, c'est que bien souvent, pour descendre au niveau de l'empathie, c'est de pouvoir dire « ça ne va pas ». Et justement, trouver des pratiques, des exercices à faire ensemble pour arriver à dire ça va pas et commencer à s'ouvrir. C'est ça, commencer à s'ouvrir les uns les autres et à dire les choses. Ça, je pense que déjà, ça commence à permettre à ouvrir le cœur, j'allais dire quelque part, à commencer à voir les yeux, et c'est ce que tu disais, faire luire un petit peu l'étoile, quelque chose qui guide et qui donne l'orientation. Moi, je peux donner un exemple concret qui est en train de se réaliser actuellement. Allô, vous m'entendez? Caméra. Oui. Ah, caméra, excusez-moi. Oui, chef. Donc, je disais que je peux donner un exemple concret. Je suis dans un forum, ça fait à peu près plus de maintenant 15 ans que je participe à l'intérieur dans le domaine du e-commerce. C'est un outil qui est un des premiers outils, on va dire, qui a été sur le marché. Et donc dans ce forum-là, tout est gratuit. Donc, tout le monde a participé, a collaboré, a travaillé ensemble pour créer, on va dire, des modules. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Certains ont des sociétés dans le domaine du web, d'autres n'en ont pas, d'autres font ça par plaisir, d'autres ont créé leur propre boutique. Donc on a un mélange, quand même un mélange très hétéroclite, mais in fine, il y a toujours eu un but commun. Puis depuis quelques années, il y a eu un manque de leadership en tant que tel, et puis il y a aussi une volonté peut-être de certains membres de pousser vers, on va dire, le payant. Et donc on voit, il y a une véritable confrontation et une transition culturelle dont certains essayent de mettre en place au sein de ce forum. Et en fait, ça nuit énormément à la collaboration parce que, in fine, ceux qui proposent éventuellement un module qui peut être payant, ben, il y en a un autre qui va sortir le même module qui lui, sera gratuit. Donc, on se retrouve face à des dualités qui sont en train de se créer. Et ça crée une mauvaise ambiance et ça ne donne pas forcément envie de continuer à partager, à collaborer, à faire évoluer éventuellement la solution. Donc, et ça, je pense que l'approche de la culture, puis l'approche du modèle d'affaires en même temps que la vision sont très importantes au niveau des individus. Et s'il n'y a pas un leadership qui est plus clair, une orientation qui est claire, ben en fait, on se retrouve face à des dualités, puis à des confrontations, des guerres internes qui peuvent se créer. Mais il peut y avoir des dualités, ce n'est pas le problème. Le tout, c'est que chacun sache que les autres ont des visions différentes. Si dès le départ, quand vous créez un groupe, les gens pensent que le voisin a exactement la même vision que lui, ben, ils partent tous sur quelque chose de faux. Alors que si, dès le départ, ils disent ben, on a tous une vision différente, mais on a tous une façon de voir le projet différemment, mais on va tous vers le même objectif, on va tous vers la même direction. Là, ça ne gêne pas. Mais il faut que les choses soient écrites, parce que si elles ne sont pas écrites, si elles sont juste dites, on va les oublier. Et il y a un outil qui est super, qui s'appelle le Code social, qui a été développé par des Genevois et des Français. Et c'est un truc qui permet de faire l'éventail de l'organisation à 360 degrés, dans toute sa diversité et dans toute sa variété. Et quand les choses sont notées, eh ben, on peut aller de l'avant
Après, on peut se séparer parce qu'il y a des choses qui vont, qui ne vont pas, mais au moins les choses sont écrites. Et ça évite que, par exemple, 3 ans plus tard, les groupes explosent parce que simplement, ils n'ont pas les mêmes visions. Ils n'ont même pas la même façon de voir les choses. On s'aperçoit que, par exemple, sur un projet humanitaire, quelquefois, certains sont là pour faire de l'argent, certains sont là pour faire de l'humanitaire et certains sont là pour se former, par exemple. Et puis, à un moment donné, ben, il faut aller dans l'action dans certaines directions. Puis, on se dit, ben, mais avec qui on est? Parce qu'on ne sait pas on se dit, mais avec qui est-ce qu'on est en train de créer ce projet? Alors que si dès le départ, tout le monde est sincère et écrit dans un document pourquoi il est là, déjà, ça résout beaucoup, beaucoup de problèmes. Et si après les organisations se splitent en 2 ou en 3, c'est en toute connaissance de cause. Et ce n'est pas par surprise où les gens, finalement, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, se sentent trahis par les personnes avec qui ils ont créé les projets parce qu'ils se disent, mais on n'est pas du même monde. Mais en fait, dès le départ, ils n'étaient sans doute pas du même monde, mais simplement, ils ne s'en sont pas aperçus. Et ça, c'est super important, de savoir qui est qui et d'être super honnête avec ça parce qu'à un moment donné, de toute façon, si on cache les choses, ça remontera à la surface et ça créera beaucoup, beaucoup de problèmes. Bah, Je suis d'accord avec toi, Virginie. En fait, globalement, et une chose que tu as, c'est le code éthique, la charte que tu dis, c'est très bien. Et surtout, il faut que les gens, dès le départ, ils sachent qu'une communauté, ça a une durée de vie. Une communauté, ça ne durera jamais 150 ans, c'est pas vrai. Il y a des communautés qui durent 6 mois, il y a des communautés qui durent 10 ans. Il faut savoir que ça a une durée de vie. Et moi, j'avais monté une formation sur les communautés de pratique où tu avais 5 phases. Si, comme tu dis, tu ne formalises pas dès le départ à toutes les gens qui rentrent dans la communauté, voilà, il y a 5 phases, aujourd'hui on en est là, et qu'à chaque fois qu'il y a un changement de phase, tout le monde est informé par ce changement de phase, et qu'à un moment donné, la communauté, elle n'apporte plus rien, donc il faut la tuer même. Moi j'utilise des mots très forts, il faut la tuer, elle ne sert plus à rien. Et ça, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire, dès le départ, il faut que les règles soient claires, et qu'on n'est pas là, et quand c'est comme ça, en général, ça se passe bien, et les gens partent, mais ça se passe bien. Oui, mais là, dans ce cas-là, c'est plus compliqué puisque il y a des personnes qui ont développé, par exemple, leur site de e-commerce depuis quasiment aujourd'hui 18, 19 ans. Donc, ils ont évolué avec cet outil. À ce niveau-là, on se retrouve face à des personnes qui ont des petites structures en tant que telles, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller sur d'autres communautés qui sont beaucoup plus commerciales. Et donc, en fait, ils profitent de l'expertise, ça c'est sûr. Et en même temps, si vous voulez, tout cela fait que derrière ça, il y a des conflits qui se créent. Donc, certains veulent faire évoluer, d'autres veulent rester sur le même modèle. Et donc en fait, l'esprit de cette communauté a beaucoup changé. Et puis, on hésite, pour ma part, je participe beaucoup moins, quoi, parce que je vois que derrière ça, ces conflits changent l'ambiance et c'est la culture telle que moi je me la suis faite au départ et telle que je souhaiterais aussi qu'elle évolue, n'est peut-être plus en correspondance avec mes orientations. Donc voilà, c'est que le leadership, on va dire, de la personne sur ce type de forum, l'a laissé complètement tomber. Et puis derrière ça, il y a d'autres personnes qui essayent de reprendre ou de faire des choses sans avoir les moyens aussi pour les faire. Donc c'est tout un ensemble d'éléments qui fait que les choses en tant que telles partent tout doucement en vrille. Et puis il y a une certaine frustration des personnes qui sont sur cette communauté qui se manifeste à travers leur discours, leur dialogue, leur acte et leur attitude. Alors, Peter, KM4Dev, comment ça se passe? Moi, j'aime bien représenter l'évolution dans le temps par des ondes, non? Il y a des hauts et des bas, et des hauts et des bas. Et KM4Dev, Pascal, était peut-être un exemple d'une communauté qui sera là pour l'éternité, ou pas, qui le sait. Mais non, ce que peut-être certains de vous ont déjà dit ou voulu dire, c'est évidemment
au moins au début, la motivation ou la raison pour laquelle une personne est dans un groupe, dans une communauté. Moi, je n'ai jamais travaillé dans le privé, mais même dans le non-profit, par exemple, à la Banque mondiale, les gens sont obligés de faire partie de communautés de pratique parce qu'ils sont jugés sur leur présence et leur participation dans ces groupes. Espérons qu'on regarde aussi un peu vers les outputs et les outcomes. Donc, qu'est-ce que ça rapporte aussi bien à l'individu qu'au groupe qu'à l'organisation pour laquelle la personne travaille. Ce que dans ce cadre, j'ai ajouté, et peut-être c'était là parce qu'il y avait déjà beaucoup d'informations dans le co-ID, c'est oui, il y en a en haut. Les instruments et les méthodes, bien sûr, mais aussi la facilitation. Donc, ce que probablement beaucoup de vous faites, moi inclus, le coaching, la facilitation, bilatérale et dans les groupes, voir avec la personne ou avec des groupes ou avec des sous-groupes pourquoi ça va, pourquoi ça ne va pas, quels sont les facteurs qui jouent un rôle. Mais la motivation varie bien sûr beaucoup d'un contexte à un autre, je pense. Non? Je veux dire, dans les collabs de Theory U, on est tous là par passion, non? Et ceux qui, après un peu de temps, ne se retrouvent pas, ils disparaîtront. Mais dans d'autres groupes, on est là parce qu'on a été demandé d'être là. Et à Gaspé, comment ça se passe, Jean-Claude? OK. Moi, j'ai pris ça sous deux angles. D'abord, sous l'angle de la posture. Là, on va dire, puis là, on va dire, c'est ce qu'on aborde depuis quelques minutes. Là. C'est d'abord, il faut être volontaire. Il y a une ouverture à la volonté. On va dire, il y a une ouverture d'esprit parce qu'on va partager des affaires, mais il y a aussi une ouverture du cœur. C'est d'accepter un peu ce que l'autre est, on va dire, avec ses forces puis ses difficultés. Là, on va dire, ça fait que sous cet angle-là, il faut d'abord que comme posture, on soit d'abord inscrit, on va dire justement, volontaire de cœur et d'esprit. Ça, c'est le premier angle. Le deuxième angle, c'est le monde du co, c'est pas partout pareil. Quand on est en co-développement, on va partager de l'expertise. Si on est en collaboration, ben, on partage des tâches. Si on est en intelligence collective, on apprend à faire ensemble. Et là, c'est complètement différent. Ça fait qu'il faut aller au départ regarder la communauté, elle est là pourquoi? On est-il en planification de quelque chose ou on est-il en apprentissage de quelque chose ou on est-tu en partage de quelque chose? C'est un peu ça. Et c'est ce que Virginie disait au début de son intervention. Si tu ne sais pas ce que tu vas arriver ailleurs. Puis donc, on va dire, il faut que tu commences quand tu es ailleurs à te poser la question, où est-ce que tu es rendu? Et c'est un peu ça, la mécanique des groupes. C'est pour ça qu'il y a des groupes qui ne fonctionnent pas après un certain temps, parce qu'ils ne se reposent pas la question. C'est on est rendu où? Est-ce que c'est encore pertinent, puis est-ce qu'on est prêt à aller plus loin ou pas prêt à aller plus loin? Quand Joël dit qu'il faut tuer le groupe, dans certains cas, oui. Mais dans d'autres cas, il faut justement faire revivre le groupe de certaines, en tout cas, mettre un peu de braise, on va dire, sur la participation. Des fois, il suffit qu'il y ait un leadership qui soit réaffirmé avec une certaine vision pour que la communauté réembraye directement derrière. Donc, des fois, c'est des choses toutes simples à mettre en place, mais qui ne sont pas forcément faites. Oui, Loïc. Puis des fois, c'est d'accepter, on dit que tout le monde ne fait pas du même avis. Là.
Tu comprends? On va dire, c'est quand tu es dans un groupe, tu en as un qui est pas toujours du même avis puis exprime son assertivité. Ça fait Mais, ralentir le groupe, mais en même temps, ça le fait progresser. Là. Oui, Hmm. non, mais je suis et d'accord. l'exemple que donne, L'exemple que je vous ai donné, c'est il y a beaucoup d'avis qui sont divergents, mais sur un forum qui a, on va dire, quasiment plus de 17 ans d'existence, il y a beaucoup de personnes qui sont venues, il y a beaucoup de nouveaux qui s'inscrivent, tout le monde ne connaît pas forcément l'historique et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent de façon implicite pour les personnes qui sont, on va dire, qui ont un historique derrière et que les nouvelles ne voient pas. Mais en même temps, les nouveaux voient qu'il n'y a plus de leadership en tant que tel, que le forum est laissé un peu comme ça, au petit bonheur, la chance, avec certains administrateurs qui essayent de faire des choses de façon plus ou moins bien. Bon, bref. Par moment, il suffit qu'il y ait on va dire, un fondateur qui revienne sur le site, qui réaffirme un leadership pour que tout le monde rentre dans le même chemin, d'accord ou pas d'accord, mais le chemin il est tracé et puis tout le monde peut aller dans ce sens-là, quoi. La communauté, une communauté, on va dire open source, c'est pas une communauté d'entreprise, c'est plus compliqué à gérer, puisqu'en fait, les avis, les orientations et puis les intérêts peuvent être très divergents les uns des autres. Mais en même temps, s'il y a derrière un leadership qui est clair, ben, tout le monde sait où tout le monde s'en va, quoi. Oui, Pascal. oui, moi, ça me fait, ce que tu dis, Loïc, ça me fait penser à des choses qu'on a vécues ensemble avec Joël en 2006 ou en 2007. Là, le premier truc qui dit que ça a commencé à- à mal aller dans la communauté sur laquelle tu es, là, chez Magento, je suppose. Non, pas du tout. C'est pas Magento, ok, mais c'est le côté commercial. Dès qu'on parle de fric, ça fout le bordel. Je sais pas si tu te rappelles quand on avait essayé de lancer un K-Camp avec Joël et puis toi et puis comment ça s'appelait, D'autres personnes. Sam et Yves. Ça avait bien avancé jusqu'au moment où il fallait qui paye. Voilà, exactement. Et après, et alors qu'on était au départ dans du co-développement, on n'était pas là pour. Mais à un moment donné, si tu veux, dès que tu organises quelque chose ou dès que tu veux fonder quelque chose, faut t'investir, faut payer quelque chose. Donc ça peut être du temps, ça peut être plein de choses, mais à un moment donné, quand tu veux réserver une salle, il faut la payer. Quand il faut réserver un bus, il faut le payer. Enfin bon, et donc là, ça commençait. Et je pense que dans ce que tu cites, il y a sûrement ça qui est caché derrière. Je veux faire un logiciel open source, mais à un moment donné, moi, je veux ce que j'ai passé comme temps là-dessus, je vais être rémunéré là-dessus. Et dès qu'on rentre là-dedans, dans ce modèle-là, il faut réinventer une autre communauté qui va commercialiser ce qu'on doit faire. Tout à fait. Mais bon, c'est, si tu veux, aussi créer une autre communauté, ça laisse supposer qu'il faut utiliser éventuellement la même solution. Donc, et c'est là où c'est compliqué. Moi, j'ai créé une autre communauté derrière qui est basée sur une nouvelle évolution en tant que telle. Après, bon, bah, les personnes en tant que telles ne vont pas forcément faire la migration parce qu'elles n'en ont pas envie, parce que c'est compliqué, parce qu'elles n'ont pas les connaissances techniques, parce qu'il y a plein de choses. Et donc, elles restent toujours dans le même écosystème qui est en train tout doucement éventuellement de mourir ou qui peut renaître de ses cendres. Tout dépend après s'il y a un leadership qui est affirmé et puis que les personnes acceptent cette nouvelle orientation. Donc c'est ça, parce que la communauté dont je te parle, c'est pas Magento, mais c'est un concurrent, c'est OS Commerce, et donc cette communauté a toujours vécu sur le gratuit. Donc il n'y a jamais eu un aspect commercial en tant que tel. L'aspect commercial, tu le vantais par ta connaissance au sein du forum, ta participation, ta création des modules, et puis là, les personnes pouvaient te contacter et pouvaient éventuellement proposer ton service en tant que tel. Donc là, tu avais vraiment un aspect très collaboratif qui était mis en avant avec un point essentiel qui est de dire, OK, je suis par exemple un programmeur professionnel, je m'implique dans cette activité, je montre mon savoir, je montre mon expérience et les personnes vont venir vers moi. C'est ce qui se passe, c'est l'objectif. Et donc là, il y a une volonté. Il y a une divergence. Tu ne pourras rien, je dirais.
voilà, donc, de ce fait-là, si tu veux, tout a été orienté sur une approche très gratuite. Et le fait maintenant de dire, OK, on va changer un peu le modèle d'affaires pour aller vers un système communautaire où les personnes vont pouvoir proposer leur mode de client comme ça, ben, tu as beaucoup de résistances qui peuvent se créer en tant que telles. Donc maintenant, après, il y a eu d'autres éléments déclencheurs. Je peux pas, j'en ai peu jusqu'à demain, quoi. Mais disons que derrière ça, la problématique de fond, c'est un manque de leadership de la part de son fondateur qui en a eu un peu marre, qui a laissé ce forum, on va dire, continuer dans sa lancée et qui fonctionne, on va dire, plus ou moins bien, avec par moments des belles coopérations, et puis par moments des grosses engueulades ou des divergences qui se créent, parce qu'il manque cette petite chose qui permettrait à la communauté, on va dire, d'évoluer, et cette vision et puis ce leadership qui finit par tuer les gens, quoi. Le vivre ensemble, hein, c'est pas simple. Hein. Ben non. C'est clair, quoi. Donc déjà, c'est pas simple quand on se connaît, mais quand on se connaît pas, c'est encore plus compliqué, quoi. Alors pourquoi justement travailler ensemble? Moi, j'ai trouvé récemment le livre et puis les vidéos de César Hidalgo qui montrent que c'est absolument nécessaire pour développer une approche et des objets, des services qui vont être adaptés à notre nouvel environnement VUCA très VUCA là. Et donc, on a besoin de plus de person byte, comme il définit. Donc, unité de savoir-faire, unité de know-how. Et donc, une personne aujourd'hui n'est pas capable d'avoir en soi tout le savoir-faire pour faire face au monde complexe qu'on a devant nous. Et donc, le besoin de travailler ensemble, de se faire confiance, c'est pas facile. Et c'est pas facile, et il le démontre bien dans son livre, où il y a certains endroits où ça se produit bien. Et le transfert de connaissances ne se produit pas bien. Et je pense que c'est quelque chose que, par exemple, KM4Dev devrait discuter. Pourquoi le know-how reste à Silicon Valley et ne se transfère pas au Nigeria, par exemple. Vas-y, Joël, tu es membre. Chacun peut initier des conversations. Je suis très curieux. Oui, mais je participerai. t'invite à lire le livre, comment il l'explique et comment il observe là, que malgré tout l'effort et toutes les programmes internationaux de partage de savoir qui ont été la Banque mondiale, etc. Il y a certaines zones qui sont capables de développer certaines choses. Tu parles de zones géographiques? Zones géographiques de villes même, de régions. Comment, je parlais à l'autre café l'exemple de la Silicon Valley et de la région de Boston, comment la région de Boston n'a pas su développer une culture de partage de savoir. Et maintenant, elle est en perte de vitesse avec la Silicon Valley. Et donc, parce qu'ils n'accumulent pas le nombre de person bytes nécessaires pour se développer. Mais comment on perçoit la réalité dans le fil du temps variera aussi beaucoup en fonction de la durée sur laquelle tu regardes l'humanité, non? Je veux dire, je me souviens que les Chinois, une fois, étaient beaucoup plus dominants qu'ils étaient une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années.
Et tout le monde suppose en ce moment que dans 30, 40 ans au moins, les Chinois seront de nouveau les plus puissants. Je ne sais pas ce qui se passera avec Silicon Valley, mais peut-être qu'elle va se déplacer à Chongqing, au Chengdu, au Shanghai, je ne sais pas. Shenzhen. Shenzhen, Shenzhen, oui, ouais. Elle est déjà là en partie. Là. Ouais. oui. Ouais, je pense que tu peux demander à ton président, je pense qu'il aura une bonne réponse. Par rapport à ce que tu disais, Joël, moi je voudrais introduire une petite chose différente. C'est j'ai marqué ça co-intelligence, c'est-à-dire l'introduction de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, bon, on a pas mal de pratiques qui sont faites, qui sont très, très techniques, mais si on se projette dans 5, 10 ans ou 15 ans, l'interaction entre l'humain et l'intelligence artificielle va être de plus en plus présente en tant que telle. Et donc en fait, comment les personnes vont s'approprier ça, comment vont pouvoir éventuellement travailler ou collaborer. C'est des questions qui vont arriver, à mon sens, peut-être. Collaborer entre nous-mêmes, Louis, collaborer avec l'intelligence artificielle. Et est-ce que ça sera une collaboration ou est-ce qu'on devra obéir à l'intelligence artificielle? Mais c'est justement, c'est intéressant. Je pense que c'est à Oui, tout à discuter fait. quand on construit des voitures autonomes. Oui, oui. Il faut mettre des balises. Là, est-ce qu'on met n'importe quoi sur la route ou on met des voitures qui sont capables de faire. J'écrase un enfant ou j'écrase une vieille dame? C'est un problème d'éthique. Il y a des problèmes d'éthique, mais il y a des outils, c'est-à-dire aujourd'hui, on a la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir les machines qu'on est en train d'utiliser pour communiquer. Et on peut être maintenant, instantanément, en Algérie, en Suisse, à Gaspé, etc., etc., en Italie et à Montréal, et on collabore et on se parle, etc. Ça suppose tout un réseau, un travail colossal de plusieurs personnes. Et on utilise ça et c'est merveilleux. Et on peut s'enrichir, et on peut apprendre et on peut se développer et accepter des principes comme la compétition. Je me rappelle, tu te rappelles, Pascal, on avait discuté ça autour de vin, de vin et fromage sur la compétition. Et puis, c'est important. Si on le déclare ici, on collabore entre nous, et puis, mais on peut compétitionner face à certains clients, etc. Ou on peut décider de collaborer, de présenter un projet plus complexe, plus intéressant, plus formidable, etc. Donc, tout ça, c'est comme disait Virginie, il faut le discuter, il faut le déclarer, c'est possible qu'on le fasse. Là. Et donc, mais la transparence. C'est ça. Mais l'intelligence artificielle, c'est des outils. Bah, ça va aller plus loin que l'outil, parce que bon, je pense que le cas de la voiture est très intéressant, parce que tu vas déléguer ta décision à la voiture sur la manière dont elle va conduire. Donc, elle va pouvoir mettre son clignotant pour dépasser une voiture, elle va pouvoir ralentir, accélérer, et ainsi de suite. Et donc en fait, je t'arrête tout de suite là. Les avions, il y a des pilotes, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils surveillent le pilote automatique. Ouais, la plupart du temps, ils font ça. Oui, mais là, sauf que le pilote automatique, des fois, il bousille tout là. Et parce qu'il y a des senseurs qui commencent à mal fonctionner. Et puis là, il faut que le pilote il se réveille et puis il aille en cabine et puis il se mette à piloter. Non, mais c'est là où en fait l'interaction entre l'humain et la machine va se faire. Quel degré de confiance tu vas y mettre ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu comment la dynamique de la relation va se faire entre l'humain et puis la voiture.
Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est peut-être aussi ce qu'on va peut-être vivre plus tard, on va dire, au niveau du travail en tant que tel, ne serait-ce que sur la prise de décision, sur les orientations, et ainsi de suite. Et là, pareil, si on revient sur ce qu'a dit Virginie, il faut que l'être humain soit totalement au courant de ce que fait l'IA et ce que fait pas l'IA, tout simplement. Et puis, il ne faut pas oublier que l'IA est fait par un humain et que moi, j'utiliserai l'IA dès que je pourrai, parce que si ça peut me faire gagner du temps, je le ferai. Mais je veux que la décision finale, c'est moi qui la prenne, c'est pas l'IA. Oui, il y a cette idée-là. Non, ça. Oui, Stéphane? Oui, il y a aussi l'idée qui sous-tend derrière. Enfin, l'exemple que je crois que tu as donné, c'est est-ce que je vais écraser une personne plutôt que 10? C'est cette idée derrière de Bentham, l'utilitarisme. Et est-ce qu'on est toujours dans cette idée-là qui prévaut même dans la société bien souvent? Ou est-ce qu'une vie, c'est tellement important et... Enfin, c'est vrai que là, je parlais tout à l'heure d'une question d'éthique, mais éthique, philosophique, et voir peut-être même plus loin, alors je ne sais pas quoi, mais au niveau du sens de la vie, quoi. Et ça va... On va avoir un contraste à partir du moment... Enfin, il me semble qu'à partir du moment où l'intelligence artificielle va émerger et qui va prendre plus de place dans la vie de tous les jours, dans la société et dans la vie de tous les jours. C'est commencé. C'est commencé, mais on va avoir un questionnement essentiel, je crois. Et je crois que ça va nous amener à avoir ce questionnement, parce que jusqu'à présent, on ne l'a pas trop eu. Il y a déjà eu des réflexions là-dessus. L'année dernière, enfin, c'est l'année dernière avec Joël au Forum Changer d'air, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. Il y avait un grand chirurgien qui était là. Et qui dit, il y avait un qui fait de l'oncologie en plus, et qui disait moi, ça ne me dérange pas de travailler avec Watson, parce que Watson, il pourra m'aider sur le diagnostic 10 000 fois plus que le meilleur des médecins. Mais il dit, in fine, c'est quoi mon rôle? C'est d'adapter ce que va me proposer Watson à ce qu'est mon patient en face. Donc, c'est la communication, c'est l'empathie, c'est tout ça. Bien sûr. Et donc là c'est l'être humain qui va être là, c'est pas l'intelligence artificielle. Et parce que si on va jusqu'au bout de l'intelligence artificielle, il y aura peut-être des dégâts sur certaines personnes. C'est déjà dit dans les déclarations de Google et des grosses entreprises. Là, ils ont fait des déclarations aux stakeholders en disant l'IA peut produire des sérieux problèmes là. Mais disons que c'est des déclarations qui sont un peu cachées, là, mais en tout cas, elles sont là. Mais disons que c'est quand même plus, comment dire, le regulation, la réglementation et la politique qui est peut-être, qui a un rôle à prendre, mais je veux dire, la vérité est si complexe. Je veux dire, est-ce qu'on risque vraiment que l'intelligence artificielle deviendra plus cruelle du point de vue statistique que les humains? Regardons par exemple les guerres, non? Ou les drones, Stéphane, les drones, en ce moment envoient en Afghanistan, au Pakistan, tuent des gens qui n'ont rien à faire là-dedans. Et bien sûr, il faut. C'est pas l'IA, là, c'est les êtres humains. Oui. Et qui est pire, l'intelligence artificielle ou l'humain? Ou peut-être, on pourrait même dire l'intelligence artificielle est pas mal. À la fin de compte, c'est nous, les humains, pour le moment. Je ne sais pas si un jour on arrivera vraiment à la situation que l'intelligence artificielle prenne, je veux dire, qui crée vraiment indépendamment de l'humain et prend des décisions complètement indépendantes de nous. Que oui, une fois on a écrit des algorithmes, mais entre-temps c'est devenu tellement complexe qu'on n'y voit même plus clair, nous les humains.
Bah, les Et crashs boursiers, c'est ça. Hein. l'intelligence artificielle, si elle évolue en tant que telle, l'humain ne comprendra plus comment C'est ça. elle C'est ça. va raisonner entre guillemets. Tu prends les crashs boursiers qu'il y a eu, Parce c'est qu'elle apprend à apprendre en quelque Oui, sorte. exactement. Elle apprend à apprendre et tu soulèves quelque chose de très intéressant, Peter, c'est cette idée de boîte de Pandore auquel je faisais référence précédemment. C'est-à-dire qu'on a ouvert ça, l'ouverture des possibles est là, et maintenant, ben voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? aujourd'hui, l'intelligence Comment, artificielle, comment, elle n'a pas de conscience. Elle n'a pas de conscience, l'intelligence artificielle. J'ai ton bien robot, sûr. il te balaye toute ta maison sans toi, c'est bien, mais il n'a pas de conscience. Tu peux l'appeler toutou, ce que tu veux, il n'a rien à foutre de toi. Donc, et je suis d'accord avec toi, Stéphane. La boîte de Pandore, elle peut être dangereuse. C'est ça. Mais Et en même il va falloir de la réglementation et surtout que les hommes, même avec la réglementation, comment on va pouvoir arrêter parce que qu'il y mais ait en de la même résistance, ce serait pas mal aussi. il faut en même temps faire confiance à l'intelligence humaine, là, l'intelligence collective, là, parce que regardons comment est-ce qu'on a utilisé la force motrice de la voiture. Là. C'est sûr qu'on pourrait avoir des voitures qui seraient super, super puissantes, là, mais on s'est limité à une puissance qu'on est encore capable de conduire avec. Et c'est un petit peu ce qui va se passer. Là, on va dire, c'est sûr qu'on va faire au départ des essais-erreurs parce qu'il va y avoir des échecs, mais on va apprendre de nos échecs. On va dire, et sur cette base-là, je pense qu'on va faire un petit bout, revenir un pas en arrière, faire un autre petit bout dans l'autre direction. Là, on va dire. Mais on va avoir un apprentissage par essai-erreur certain. Il Ah, faut c'est juste. quelque chose que j'avais mis ça. Virginie. Apprentissage et erreur. Oui, oui. Ce que j'étais en train de penser, les boîtes de Pandore, il y en a partout. En innovation aujourd'hui, presque toutes les innovations, elles ont leur boîte de Pandore. Mais des réglementations, ben, on en a mis il y a 20 ans, il y a 10 ans, elles sont toutes tombées. Donc, je dis aujourd'hui, c'est le business, la réglementation. Donc, il n'y aura pas de limites. Les limites, il n'y en a pas. Les limites humaines, c'est intéressant pour se parler des limites humaines parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des limites. Par exemple, vous ne pouvez pas conduire votre voiture et écrire un SMS en même temps. Ça, c'est la limite humaine d'aujourd'hui. Par contre, quand on est en train de regarder l'augmentation humaine, on pourra se poser la question si dans 100 ans, on ne pourra pas écrire 2 SMS, lire ses mails, regarder la télévision et puis conduire sa voiture en même temps, même si elle est pas, enfin, si elle est manuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on se retrouve en plus dans un nouveau stade où avant, on avait l'homme qui était défini et qui avait sa logique. Demain, et quand je dis demain, c'est dans 3 ans, hein, c'est tout proche, on va avoir des gens qui vont commencer à s'augmenter. Et puis alors là, la limite, elle va être où? Et ça, et ça va être là, on est complètement dans l'inconnu. Mais tout le monde sait qu'on est dans l'inconnu, mais c'est encore plus, ça fait encore plus peur quelque part. C'est le sens de l'humanité. Moi, je vois qu'on peut avoir une redéfinition de la notion de collaboration. Mais quelqu'un de vous a déjà un chip ici dans la joue pour payer au supermarché? Parce qu'apparemment, en Suède, il y a déjà 10 000, 15 000 personnes qui avec ça. C'est un autre petit pas, non? Ils payent le transport comme ça. Ouais. Ils se sont fait mettre une puce là, et puis ils claquent, te passe. Il y a ton passe Navigo, pof, tu fais comme ça. C'est Michel Foucault qui avait parlé de la biopolitique il y a déjà plus de 40 ans. La biopolitique, c'était que le début. C'est pas 5 fruits et légumes, là. Oui, mais tu vois, dans les pays nordiques, ils ont essayé le salaire minimum. Et ça a échoué. Et donc. Dans le universel, tu veux dire? Oui, salaire minimum universel. Et donc, ils ont fait des tests, là, puis donc c'est beaucoup plus complexe, là. C'est pas évident de mettre des solutions, de discuter, de voir, de stimuler, il y a beaucoup de choses et beaucoup de facteurs.
Oui, ça va être difficile parce que dès que l'articulation, encore pour l'instant, l'intelligence artificielle est extérieure à l'être humain, mais quand ça va devenir, enfin, presque, voilà, qu'on va pouvoir avoir des possibilités augmentées. J'avais lu le livre de Joël de Ronet, justement, L'homme augmenté. Alors, c'est très intéressant, c'est très scientifique, etc. Mais voilà, c'est qu'on va avoir, par exemple… Pardon ? Tu peux te faire hacker ton cerveau. Voilà, c'est ça. Et dès qu'on va voir les possibilités, ça va être difficile d'arrêter ça, quoi. Après, on ne pourra plus parler à Joël 2.0. Il faudra qu'on attende. Il faudra qu'on soit monté. Il faudra qu'on pense une autre version. Donc, on va être emmerdé. Mais on sera presque en présentiel. Avec hologramme. Ah, oui. On va faire comme Mélenchon avec ses hologrammes. Ah ouais, c'est sympa ce qu'il a fait, Mélenchon. C'est vraiment C'est moderne, c'est moderne. C'est vrai. Ouais. Bah, c'est une autre façon de communiquer de façon collaborative, puisqu'avec l'hologramme, il était capable d'être partout sur la planète, tout en étant à un seul endroit. Bah, il n'y a personne qui est capable de faire ça. Donc, en fait, on avait une interaction entre le public et puis l'hologramme qui était en train qui s'est créée. Bon, maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est de voir comment cette interaction s'est créée et quelles sont les approches psycho et sociologiques qui sont sous-jacentes derrière ça au niveau de l'individu, quoi. Mais je pense que l'approche qu'il a faite était très intéressante en tant que telle, quoi. Et ça montre qu'on a des technologies ou des possibilités, oui, c'est sûr. certes, aujourd'hui peut-être qui sont complexes à mettre en œuvre, mais qui peuvent très bien arriver sur un téléphone, sur une montre ou je ne sais trop quoi. La téléprésence, ça se fait de plus en plus. Aujourd'hui, c'est encore un problème d'industrialisation et de moyens, enfin de coûts. Une fois que c'est popularisé, après, ça ne coûte plus rien, donc tout le monde pourra le faire. Donc, on ne fera plus du Zoom, on fera du hologramme Zoom, et puis voilà. Hologramme Zoom. Star Wars. On fera dans Star Wars. Mais en revoyant tout ça, c'est intéressant. Non? Ce que je trouve aussi intéressant, c'est au niveau méta. Hein? Est-ce qu'il y a plus d'arguments pour quoi que ce soit de rester optimiste, ou est-ce qu'il y a plus d'arguments pour être pessimiste? Et moi, j'ai tendance à être pessimiste, mais j'ai appris, je crois, que c'est plus utile de rester optimiste. Parce que si tu deviens pessimiste, tu te bloques, non? Ça s'arrête. Si tu restes optimiste, ça te donne encore un peu d'élan de continuer à contribuer à cette humanité, à aller dans des directions plus présentes, je ne sais pas. Ouais. Je pense que ça va dépendre de quel endroit dans le monde on va vivre, dans 20 ans, 30 ans. Là, j'étais en contact avec un gars, là, il n'y a pas longtemps, qu'il faut créer une cité pour les dieux, c'est-à-dire que les hommes seraient des dieux et l'intelligence artificielle serait au service des dieux. Et puis je lui ai dit, mais moi, j'ai pas envie d'être un dieu, donc voilà, fondamentalement, c'est pas mon objectif. Mais lui, en fait, il est en train de recruter à travers le monde des gens qui ont envie d'investir dans une cité pour les dieux. Et voilà, donc là, peut-être chez les dieux, ça sera intéressant de vivre, ils seront peut-être un peu plus heureux que ceux qui n'auront pas accès à certaines technologies. Donc on ne sait pas. Ou alors peut-être qu'il y a aussi un mouvement inverse, on a des chefs de tribus indiennes qui sont en train de se grouper là à travers le monde pour essayer de sauver leur petit coin de forêt, chacun de leur côté, et ils vont s'armer de toute la technologie possible pour défendre leur coin de forêt. Donc, et eux, leur objectif, c'est pas d'être des dieux. Leur objectif, c'est de rester à moitié nus dans la forêt et puis de vivre comme leurs ancêtres il y a 500 ans. Donc, je pense qu'après, le bonheur, c'est relatif. Ça dépend. Et c'est ça la problématique principale actuellement, c'est la survie de la planète. Là.
Donc, ça, c'est peut-être un thème pour la prochaine fois, là. Écoutez, étant donné l'heure, c'est merveilleux cette conversation. Moi, je veux vous inviter à me rejoindre sur le dernier espace, donc retour sur l'expérience février 2019. Et Mhm. je vous invite à mettre les commentaires sur la rencontre d'aujourd'hui et suggérer des thèmes pour les prochaines rencontres. Donc, voilà. Et puis, on va faire un dernier tour de table. Donc, je mets deux bulles, une commentaire et notre thème. Et puis, vous faites les liens avec ça. Et parallèlement, pendant que vous faites ça, parce que vous êtes tous surhumains, capables de faire plusieurs choses en même temps, on va faire une tournée, tour de table sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, Virginie, Euh, tu peux faire le mot de la fin. Oui, alors non, je trouvais que c'était la conversation, elle était sympa. Puis ça a ouvert plein de champs du possible. Je vais pas parler de mes bulles. Moi, j'ai une problématique de recrutement RH en co-création. On en reparlera une autre fois. Et puis, mais ça a ouvert plein de champs du possible. Donc je trouve que c'est cool. Moi, j'aime bien quand c'est foisonnant Bah, comme ça. Virginie, tu peux faire appel à l'aide de l'IA, ça va résoudre ton problème. Donc, bah, je vais enchaîner. Oui, comme d'habitude, bonne humeur, bon partage, bonne collaboration entre les acteurs. Donc c'est très intéressant. Certains d'entre vous ont vu mon petit article sur l'IA et le capital humain comme thème, comme article que j'ai mis sur LinkedIn et puis qui ont réagi. Ça peut être un thème intéressant qu'on pourrait aborder au sein du café, parce que c'est à la fois large et puis en même temps essayer de travailler avec l'IA et de faire une projection de vision peut être très sympa en termes de communication et d'échange entre nous. Voilà. Des bulles, des bulles. Oui. Dalila, le mot de la fin. Dalila n'est pas présente là. Allô, Dalila? Est-ce que tu Oui, nous si, entends? je suis là. Ah, ok. Alors, est-ce que Un petit peu, un petit peu. tu peux nous donner tes commentaires de la fin? Toujours intéressant. Bon, j'ai raté certaines interventions parce que j'ai une mauvaise connexion. Mais sinon, c'est intéressant. On apprend toujours. On apprend. Enfin, je dis toujours. On apprend toujours. On apprend avec les autres. On apprend, mais toujours avec les autres. Donc, ça rejoint euh, un des commentaires de certains qui disaient qu'on pouvait pas qu'on pouvait pas faire travailler seul. C'est pas possible. Il faut il faut le faire avec les autres à un certain moment. Donc voilà. Merci, Mon Dalila. mot de la fin. Merci, Dalila, c'est très bien. Ouais. Jean-Claude Agaspé. Ton microphone. Ton micro. C'est toujours intéressant, surtout qu'on a commencé plus à regarder un peu les outils, puis on s'est déménagé vers une discussion qui était un peu plus intellectuelle, puis on a commencé à aborder la partie de l'intelligence artificielle sous l'angle de l'éthique. Ça fait que ça peut être intéressant comme prochaine discussion, en tout cas prochain thème. C'est ce que j'ai mis Oui. dans le tableau. D'accord, merci Jean-Claude Agaspé. Stéphane, à Aix-en-Provence. Ah ben, beaucoup de plaisir. Donc moi j'ai mis plaisir créatif. C'est vraiment on a abordé du co-développement, il me semble. Et comme thème, moi j'ai mis l'intelligence artificielle. Enfin voilà, de continuer l'envie de continuer sur ce thème-là de l'intelligence artificielle.
oui, j'ai trouvé ça très riche et puis j'ai noté une forme d'écoute, une évolution dans l'écoute et tout le long de la séance. Et ça, je trouve c'est vraiment intéressant. Une écoute qui a émergé et voilà, avec de la bonne humeur. Oui, tout à fait. Merci, Stéphane. En Italie, Peter. Je ne viens pas assez souvent. Je me rends compte. Et mon français s'améliorerait aussi si je serais ici plus souvent. Je suis très content qu'ici à Bologne, on a Carrefour. Et maintenant, on a les reflets de France, les produits le jus de pomme de Normandie, le Pont-l'Évêque, fantastique, fantastique. Et j'ai bien aimé la co-philosophie. Peut-être on pourrait encore ajouter ça vers la fin de notre conversation. Ce que je n'arrive pas c'est pas la première fois, Joël, je vois pas tous les tabs que je vois dans ton screen. Donc, par exemple, retour sur expérience février 2019, je ne sais pas comment y aller. Voilà. D'accord. Et Peter, on va faire une rencontre spéciale de pratique interactive et puis je vais tout te montrer là. Okay, d'accord. Merci à tous. Ben, merci à toi, Peter. Merci. On est très content que tu nous apportes le soleil de l'Italie. Donc, alors, Pascal, quelque part en France, là. Super café, très bon café, moi j'ai mis. Et super échanges, et puis d'accord pour continuer sur l'IA, avec le plus grand plaisir. Et l'éthique, C'est choix, Joël. de ça. Le prochain thème, tu n'as pas le choix. C'est l'IA. Mais ça ne me dérange pas, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Excellent, excellent. Ben, merci à tous. Moi, j'ai super aimé le café. La facilitation était très facile. Ça coulait. Et puis, l'apparition de la bonne humeur, j'ai trouvé ça, c'est nouveau. Je trouvais ça allait bien et c'était bien. On peut faire les choses en bonne humeur et tout en parlant sérieusement. Hein. Ouais. Donc, et merci à Stéphane d'avoir parlé de développer l'écoute. Je pense que ça a donné effectivement le temps à la rencontre. Là. Alors, il y a eu beaucoup d'écoute et ça a coulé là. Donc, ici Joël Musard à Hector pour le Café Lab de février 2019. Alors, je vous dis bonjour et à bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.